Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour votre participation à cette conférence de Philippe Wilkins, directeur de la communication de l'Agence spatiale européenne. Cette conférence sera sur le véhicule spatial du futur. Elle va durer environ 1 heure. Donc l'idée, c'est que nous écoutions Philippe pendant une demi-heure à peu près. Et puis à la fin de sa présentation, vous pourrez poser vos questions via la discussion Teams. On se donnera ensuite le temps d'une demi-heure d'échange. Philippe Wilkins, bonjour. Merci d'avoir accepté de venir présenter aux étudiants de l'IPSA l'actualité de l'ESA. Pour vous présenter rapidement, vous avez une double formation, école d'ingénieur, école de commerce. Vous travaillez depuis 34 ans à l'ESA, European Space Agency, et vous y êtes entré pour travailler dès le début sur le projet de la station spatiale. Votre parcours vous a également donné l'occasion de beaucoup travailler sur les lanceurs, notamment à Kourou. Vous avez également une bonne approche pédagogique et une vraie habitude des échanges avec les étudiants, puisque vous avez eu la charge du programme éducatif de l'ESA. Est-ce qu'on peut dire également, en toute confidentialité, que vous êtes aussi un parent d'élève de l'IPSA? Voilà, mais ça restera entre nous. Vous êtes aujourd'hui donc le directeur de la communication de l'ESA. Et si on devait présenter l'ESA, European Space Agency, en quelques mots, qu'est-ce que vous diriez, Philippe? Eh bien, on dirait que c'est une... Bon, d'abord, bonjour à tous. Merci Cécile pour cette introduction et à Francis Paulet de m'avoir invité. Je suis vraiment ravi d'être là et puis de passer ce bon moment avec vous, partager avec vous ce que sera ou pourrait être le véhicule spatial du futur et surtout comment on va approcher cette question ensemble. L'ESA, c'est l'Agence spatiale européenne, c'est un acronyme ASE en français, mais c'est surtout un acronyme ESA, European Space Agency. C'est quoi? C'est une organisation internationale qui est représentée par ses 22 États membres, 3 États associés, dont le Canada, et plusieurs accords de coopération avec les autres pays de l'Union européenne, mais également des accords de partenariat avec les États-Unis, la NASA, les autres agences spatiales comme l'agence spatiale japonaise, la JAXA, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud, Israël et j'en passe. Donc voilà, c'est une organisation internationale qui a pour but de développer des programmes spatiaux. En gros, pour être simple, c'est votre agence spatiale européenne. Je n'aime pas dire que c'est la NASA de l'Europe, mais on va dire que c'est pas loin. Voilà pour l'introduction de l'Agence spatiale européenne. On va passer le slide suivant et puis je vais vous offrir peut-être un premier film pour vous mettre dans l'ambiance, pour vous parler aujourd'hui d'un thème qui tourne autour du futur, qui est avant tout l'ambition. Écoutons. Et voilà, donc tout ça pour vous dire finalement que nous avons aujourd'hui sur le chemin sur lequel nous allons avancer dans les quelques années qui viennent, à définir le futur des activités spatiales européennes. Et effectivement, c'est pas pour rien que je m'adresse aujourd'hui aux jeunes, parce que c'est pas le futur de ceux qui partent à la retraite, c'est le futur de ceux qui sortent aujourd'hui des écoles d'ingénieurs ou des écoles de commerce, comme j'ai pu en rencontrer pas mal dans ma carrière. Donc
le moment est bienvenu. Je vais passer à la slide suivante et je vous demanderai de parcourir avec moi une analogie, peut-être un retour en arrière sur pas seulement des choses aujourd'hui que vous n'avez peut-être pas vécues vu votre âge, mais je voudrais faire un parallélisme entre l'ambition que nous nous étions donnée en 1985 pour un cap vers l'an 2000 et cette même ambition qu'il faut définir aujourd'hui en 2020 pour les 15 années qui viennent avec un cap pour 2035. Donc 2035, c'est pour la plupart d'entre vous un âge autour des 25 ou 35 ou 40 ans. Quand j'avais en 1985 participé à l'élaboration de la stratégie pour l'Europe, j'avais 24 ans, 24-25 ans, et donc c'est dans cette optique-là que je regardais les 15 années suivantes. Slide suivant. La première chose, évidemment, si Nicolas peut passer la slide suivante, on va tout de suite regarder une image d'époque, puisqu'effectivement, du haut de mes 25 ans, je sortais de ma 5e année d'ingénieur et après un petit stage à l'aérospatiale, je suis rentré à l'ESA pour développer ce visuel qui était partagé avec nos partenaires européens de la NASA, les Japonais, les Russes, les Canadiens, également l'ensemble de la communauté scientifique pour essayer de développer une ambition aux alentours de l'an 2000. Vous voyez sur ce graphique qui était un dessin à aérosol à l'époque, rien du tout de fait à l'ordinateur. En haut à gauche, une plateforme polaire, grande plateforme polaire qui permettait d'observer la Terre, une station spatiale. En haut à droite, vous aviez un élément complètement indépendant qui permettait de faire une forme de laboratoire extérieur. En dessous, vous aviez un laboratoire pressurisé avec une partie extérieure et un module de propulsion, un lanceur lourd et une navette spatiale. Donc ce package qu'on appelait le package Columbus, vous voyez, c'était le cap vers le 21e siècle. Alors qu'est-ce qui s'est passé si on passe à la slide suivante? Comment est-ce que ça s'est produit? Il fallait aussi réfléchir à des moyens de propulsion. On était dans un moment au cours duquel la société Arianespace avait été conçue, créée à l'initiative des États membres de l'ESA pour commercialiser les services de lancement. Nous avions, d'ailleurs sur la partie droite de cette slide, toute une série de lanceurs Ariane 4 qui montraient toute la versatilité de la force des fusées des lanceurs européens à l'époque. En modifiant les propulseurs, cela nous donnait une capacité d'envoyer en charge double des satellites de masses différentes. Cette recherche vers le lanceur lourd s'est penchée à la fois sur le type de propulsion, sur le type de configuration, mais surtout une recherche on va dire de besoin. Vous voyez sur le lanceur du milieu une petite navette perchée au-dessus du lanceur, c'était un des drivers principaux. Et donc le discours que j'aimerais vous tenir aujourd'hui quand on parlera du véhicule du futur, c'est de se repositionner dans le cadre d'à la fois l'ambition vers laquelle nous souhaitons aller, mais aussi du besoin que cette ambition va générer. Et donc, dans les années 85, l'idée était de créer une rupture par rapport à cette configuration très versatile d'une Ariane 4 et de passer sur un lanceur lourd que vous voyez qui est le lanceur Ariane 5. Slide suivante. Nicolas, voilà, donc l'autre besoin essentiel était effectivement d'acquérir la possibilité d'accéder à l'espace avec des moyens humains et donc de développer notre mini-navette qu'on avait appelée à l'époque Hermès. Et vous voyez très bien l'ensemble navette spatiale européenne Hermès avec la partie basse d'Ariane 5. Slide suivant. Il fallait aussi répondre à l'appel des États-Unis de créer une contribution européenne, une participation de l'Europe à la Station spatiale internationale, un projet extrêmement ambitieux à l'époque qui visait à habiter l'orbite basse à peu près 400-450 km d'altitude de manière permanente. Vous voyez ici un de mes premiers dessins qui était un écorché de la station Columbus et qui permettait de voir qu'on allait pouvoir
travailler dans l'espace en bras de chemise à 21 degrés, une atmosphère, comme si nous étions dans un laboratoire au sol. Et bien sûr, les besoins étaient guidés par la navette spatiale américaine, le fameux Shuttle, avec sa flotte de 5 unités qui permettait d'affréter toutes les pièces de cet énorme puzzle qui allait composer une station à peu près de la taille d'un terrain de football. Vous voyez que le diamètre, et c'est intéressant de le voir sur cette photo, le diamètre de Columbus était réglé par le diamètre de l'intérieur de la soute de la navette. Et lui-même, par ailleurs, était un des points déterminants de la taille et du diamètre du lanceur Ariane 5. Je rappelle au départ, Ariane 5 avait pour ambition d'envoyer des vols habités, donc il était qualifié pour envoyer depuis Kourou, la base spatiale européenne, des vols habités. Slide suivante, s'il vous plaît. Et voilà donc l'ambition en un dessin, avec, en partant de la gauche, une capacité de propulsion, une capacité de fournir des réservoirs d'ergols, une capacité d'un laboratoire autonome qui pouvait même vivre autour de la Terre pendant plusieurs mois et jouir d'une microgravité extrêmement précise, donc une absence quasi de gravité pour mesurer en fait toutes les conséquences qu'on pourrait avoir si on était capable d'éteindre la gravité sur la Terre, mais donc les conséquences sur les phénomènes fondamentaux en physique, en chimie, en biologie, mais aussi sur l'être humain, et tout ça de façon autonome en orbite basse. Vous aviez la navette Hermès avec sa capacité de retour, donc de fret, d'êtres humains, mais aussi d'expérimentation. C'était cette vision. Donc voilà, nous sommes en 85, on se dit il nous faut une certaine autonomie et il nous faut l'ensemble des composantes. Alors si je me penche sur ce dessin et je me propulse maintenant en l'an 2000, c'est-à-dire à peu près au moment où on s'était donné l'objectif de ce cap 2000, où en sommes-nous arrivés? On passe la slide suivante et vous allez tout de suite comprendre qu'on en est arrivé à créer une station spatiale qui est probablement un des objets les plus symboliques de la coopération internationale, celui qui est arrivé à partir de 2000-2001 à avoir l'ensemble des pays, une bonne quinzaine de pays participants autour d'accords internationaux, et surtout une présence permanente des hommes et des femmes astronautes à bord depuis 2001. Donc vous pouvez vous imaginer que ça va faire plus de 20 ans que ce projet nous a permis d'être présents de manière permanente, de comprendre comment les êtres humains et les cellules, les autres êtres vivants pouvaient vivre dans un contexte de micro-pesanteur. Et toute cette connaissance scientifique a été développée au cours de ces 20 dernières années. C'est une des conséquences de ce cap 2000 avec ce projet. Évidemment, il y a beaucoup d'autres choses qui n'ont pas été réalisées, notamment la navette Hermès n'a pas été réalisée faute de moyens. Donc là, nous avions une ambition, mais nous n'avions pas les moyens face à cette ambition. Il s'agissait aussi de vivre une période à l'époque qui était relativement compliquée. Mais je voulais simplement vous dire que par rapport à cette première ambition, eh bien l'image que vous voyez, qui est l'image d'Orion propulsée par le service module européen, vous montre que tous ces investissements en recherche qui ont eu lieu depuis toutes ces années ont mené l'Europe à la situation à laquelle elle se trouve aujourd'hui. Non seulement en matière d'observation de la Terre, le satellite de la plateforme polaire, celle qui faisait la partie intégrante de l'ambition, a permis de développer ce qui est devenu aujourd'hui le programme Copernicus, ce programme qui nous a positionnés comme étant les leaders mondiaux en matière de mesure des effets du changement climatique par l'intermédiaire des données satellitaires. Mais en plus, elle nous a donné la possibilité d'être parmi les premiers, d'avoir développé des modules de propulsion qui nous permettaient de nous accoster
avec des formes d'accostage standard et compatibles avec les différents types de ce qu'on appelle de docking mode, donc de système d'accrochage. Nous avons donc eu toute cette recherche et développement qui nous ont amené à consolider un lanceur lourd qui aujourd'hui a consolider sa position sur le marché mondial en termes de robustesse et de fiabilité pour des charges lourdes, parmi les satellites les plus importants et les plus lourds jamais lancés. Et c'est de l'actualité puisque nous allons lancer d'ici le mois d'octobre probablement le satellite le plus cher jamais réalisé. C'est celui du James Webb Telescope. Et donc, par cet acte de confiance de la NASA, de nous confier ce satellite pour être lancé à bord d'Ariane 5 et de Kourou d'ici le mois d'octobre, on voit bien que la conséquence de cette ambition, c'est d'avoir aujourd'hui ce lanceur fiable et extrêmement puissant qui est Ariane 5. Par rapport à cela, donc on reviendra sur Orion, capitaliser sur cette connaissance. On pourrait se demander pourquoi l'ambition initiale d'avoir nos propres moyens de transport d'êtres humains n'a pas été réalisée. Je vous ai expliqué en partie la raison, mais nous avions évidemment trouvé une autre façon de gérer les allers-retours par rapport au transport humain. Nous l'avons fait par négociation. Cette négociation se fait, on va peut-être regarder le suivant, cette négociation se fait grâce à l'ensemble des accords que nous avons essentiellement avec les partenaires de la station spatiale. Et vous avez ici une image de la capsule Dragon qui a effectué son premier vol avec des astronautes à destination de la station spatiale. Le prochain aura lieu à partir du 20 avril de cette année avec Thomas Pesquet à bord et un autre japonais, un astronaute japonais et 2 autres américains, donc 4 astronautes qui vont partir vers la station spatiale et un moyen d'emport américain. Pendant les dernières 20 années, nous avons eu l'occasion d'aller vers la station spatiale avec l'ensemble de nos astronautes grâce au module Soyouz. Je n'ai pas d'image, mais vous représentez, c'est bien ce module assez étroit, mais très fiable, qui a utilisé le lanceur Soyouz pendant toutes ces années. Un lanceur Soyouz d'ailleurs qui s'était basé sur une connaissance et une fiabilité à toute épreuve, puisque je pense qu'à tout pour tout, on était bien au-delà des 1600 vols de la base même de ce lanceur. Donc, une Europe spatiale qui a trouvé son chemin ici pour bénéficier des vols habités au travers d'une coopération internationale et surtout d'avoir un élément de troc qui nous permettait, sans échange de fonds, et donc sans dépenses comme celles qu'on avait imaginées pour Hermès, d'avoir malgré tout l'ensemble de nos astronautes acheminés sur la station spatiale. Slide suivant, donc ça c'est la réalité d'aujourd'hui. À partir de là, où allons-nous? Regardons peut-être ce petit vidéo pour s'inspirer de l'ambition qu'on voudrait déterminer pour les années qui viennent. Ok.
Eh bien, vous l'avez compris, donc on est bien dans une optique aujourd'hui où nous allons quitter l'orbite basse. Nous allons probablement développer des voyages vers la Lune, vers Mars en parallèle. Donc, il s'agit bien de changer de braquet par rapport à l'ambition que nous avions jusqu'à présent de comprendre comment l'être humain allait survivre pendant des durées prolongées en orbite basse à bord du laboratoire de la station spatiale et de vivre effectivement une nouvelle ambition qui est de poser le pied sur la Lune, mais d'une manière très différente par rapport à celle qu'on a vécue grâce au programme de la NASA des années 70. Il s'agit là de transposer en fait toute cette connaissance qu'on a développée sur l'orbite basse et de la mettre en orbite de la Lune. Si on pouvait accélérer peut-être les 2-3 slides qui viennent, je vous montrerai peut-être comment ces programmes vont se dérouler de manière parallèle. Peut-être un slide en retour. Les acquis, un slide en retour, voilà, un des acquis, je vous en ai parlé, c'est bien sûr le système du module de service européen, ce qu'on appelle le SM, et vous avez en avant-plan la capsule Orion. Alors ça, aujourd'hui, c'est pas un dessin d'artiste, c'est une réalité. Nous avons déjà livré le premier ASM, le deuxième va être livré dans le courant de l'année, et la troisième qui constituera la troisième mission Artemis vers la Lune. Tout ça, c'est de la réalité pour les quelques années qui viennent. Donc 22, 23, 24, 25, 26, ce sont des années cruciales qui vont nous permettre, grâce au programme Artemis, de construire une base spatiale un petit peu plus petite. Elle ne sera pas à la taille d'un terrain de football, elle aura 40 tonnes à peu près. On appelle Gateway. Je pense que j'ai une image un petit peu plus loin, si on peut avancer le slide. Et donc, l'ESM est vraiment, comme vous le voyez ici, l'élément critique. Donc c'est une vue des réservoirs de ce service module. J'ai un petit cercle vert que vous voyez sur l'image du gros lanceur SLS, qui est le lanceur lourd qui va envoyer la capsule Orion avec le SM vers la Lune. Et vous voyez que à la différence de notre participation à la station spatiale, où nous avons fourni ce module Columbus, l'ESM aujourd'hui est un élément critique. Sans ESM, les astronautes ne peuvent pas partir vers la Lune. Et je pense que c'est un petit peu ça la charnière. Toute la construction qui a eu lieu aujourd'hui par rapport à cette négociation qu'on a eue et ce partage de ressources et d'expériences avec les partenaires de la station spatiale nous ont amenés à développer ce programme extrêmement ambitieux. J'aurais presque envie de dire ces programmes ambitieux qui sont en train de nous mener en parallèle vers la destination de la Lune et la destination de Mars. Et c'est très important de juger ce parallélisme dans la mesure où tout ce qui est appris pour l'un sera immédiatement adapté à l'autre. Il est évident qu'avant d'amener les humains vers Mars, il faudra amener des humains sur la Lune. Avant de construire des habitats sur Mars, il faudra construire des habitats sur la Lune. De comprendre comment on peut acheminer ces robots sur la surface de la Lune, habiter de manière quasi permanente autour de la Lune avant même d'amener ce qu'on appelle une outpost ou un gateway ou une station autour de Mars et de permettre de faire des allers-retours pour créer une forme d'habitat sur la surface de Mars. Ces deux choses seront parallèles. Évidemment, je vous remercie de poser vos questions dans le chat, il n'y a pas de souci. J'arrive à peu près à gérer en même temps, mais on verra toutes ces questions avec Cécile tout à l'heure. Mais je profite de certaines questions pour vous dire que quand vous allez sur un voyage vers Mars, vous n'êtes pas dans les mêmes conditions, ni d'aller ni de retour en termes de durée, ni en termes de communication. Donc il est évident que tout essai, tous les prémices de cette vie et cette habitabilité au niveau de la construction de colonies sur Mars doit passer de manière évidente par la Lune. C'est évident. Et en plus, elle doit se faire en coopération avec tous nos partenaires et bien plus. On voyait tout à l'heure une question sur les Émirats. Effectivement, les Émirats ont envie de faire partie de cette communauté et donc arriver à construire avec nous cette ambition. Slide suivant.
On reviendra d'ailleurs sur la question du partenariat. Donc, voilà l'image telle que j'aurais pu la présenter de la station spatiale dans les années 80. En gros, on se dit, mais oui, mais quelle est cette ambition pour l'Europe? Où sera l'Europe sur la station spatiale? Eh bien, je vous l'avais montré, c'était ce petit écorché, ce petit module Columbus. Mais il y a bien plus que le module Columbus. Il y a eu toute cette expérience à bord, la capacité qu'on a eue pendant toutes ces années à non seulement amener les astronautes pour vivre le laboratoire, mais aussi pour construire l'ensemble des activités extravéhiculaires qui ont monté cette station. Donc ça va nous permettre d'aller extrêmement vite pour développer le Gateway, c'est-à-dire l'administration spatiale autour de la Lune. Donc ceci est une réalité, ce n'est pas seulement un dessin. Et vous voyez par les logos, vous voyez la présence de l'ESA, la présence de la NASA, vous la voyez quand même de manière extrêmement importante, notamment en partant de la gauche sur le module Esprit pour tout ce qui est communication, pour tout ce qui est stockage d'ergol, éventuellement un SAS de stockage ou un SAS scientifique pour y faire des expériences. Vous le voyez aussi sur le complément d'habitat que vous avez au milieu, le iHab. Vous le voyez également sur la partie arrière, on en a déjà parlé, sur le SM, qui est l'élément indispensable, le European Service Module, indispensable pour affréter les astronautes sur cette station Gateway. Et puis nous participons aussi de manière très importante, on le verra sur le slide suivant, sur les éléments de transport entre la station Gateway et la surface de la Lune. Donc là, passons du schéma à la réalité. La plupart de ces pièces sont aujourd'hui en phase de développement. Donc, c'est une réalité pour les missions Artemis. La première, je vous rappelle, aura lieu fin de l'année. Première mission vers la Lune fin de l'année. Deuxième mission l'année prochaine avec Artemis 2. Artemis 3 aura les premiers astronautes à bord, et puis ainsi de suite, 4, 5, 6. Nous avons l'Europe dans le deal avec les partenaires. Nous avons acquis que nous enverrons 3 de nos astronautes à bord de cette station spatiale. Et bien sûr, au-delà du voyage vers la Gateway, il est probable qu'un de ces 3 astronautes européens ait la chance de fouler la surface de la Lune comme premier astronaute européen à le faire. Slide suivante. Donc là, je reviendrai évidemment sur cette ambition. Si on se projette maintenant avec cette perspective de manière un petit peu plus précise sur les 15 ans qui vont venir, eh bien, vous avez déjà les contours de cette ambition par rapport à l'exploration. Vous avez aussi les contours de cette ambition comme elle l'était décrite dans le film du départ par rapport aux grands défis que nous avons sur la planète, c'est-à-dire les défis écologiques, les défis de l'environnement, le changement climatique, la sécurité sur Terre, mais aussi la sécurité en orbite. Donc la connectivité, le fait de pouvoir réduire les problèmes de connexion entre les personnes où que ce soit sur la Terre, la navigation, le trafic spatial et évidemment la protection contre les astéroïdes ou les protections que nous pourrions développer pour éviter des collisions dans l'espace. Ceci dit, cette ambition, donc je voulais simplement vous rassurer, ce n'est pas qu'une ambition liée à l'exploration et donc humaine ou robotique vers Mars ou vers la Lune, mais il s'agit aussi de tous ces défis qui vont bénéficier des technologies que nous mettons en place par ces programmes extrêmement inspirants, mais qui peuvent être immédiatement appliqués sur les contraintes et les défis que nous avons ici sur Terre, dans notre vie quotidienne. Slide suivant.
Revenons évidemment sur la surface de la Lune et la présence de l'Europe. Vous voyez en termes de véhicules, puisque c'est le sujet, le programme Héraclès avec son système de transport. Nous, ESA, nous aurons des interfaces, donc tout ce qui est connexion, transfert de puissance, éléments de stockage ou éléments d'interface entre les éléments sur la Lune et ceux qui vont décoller de la surface pour rejoindre Gateway. Les Japonais feront le module de descente et tout ce mécanisme se mettra en place. À la grande différence de la station spatiale, nous aurons un laboratoire qui sera dans Gateway et puis un énorme laboratoire à ciel ouvert, si je puis dire, qui sera la surface de la Lune. Et ça, c'est vraiment qui va changer le braquet, ce qu'on appelle le step-up de l'ambition européenne, mais aussi de l'ambition de tous nos partenaires d'essayer de développer cette connaissance au-delà, avec évidemment plus de connaissances par rapport aux origines de notre existence, et en particulier grâce à l'exploitation de l'eau, qu'elle soit sur Mars ou sur la Lune, à des fins de propulsion notamment, mais aussi à des fins de vie et de développement de la vie sur place. Slide suivant. Ce petit vidéo va vous montrer en images, donc on peut continuer à le projeter, je vais juste le commenter. Going even further into our solar system to study our ice giants promises to unlock more secrets about exoplanets. Once, they were science fiction. Now, we are gearing up to find a second Earth. After taking you to the universe, we now bring the universe to you. Donc ce petit vidéo vous montre les engins, donc c'est une période évidemment extrêmement riche en actualité, puisque bon, sachant qu'il faut 2 ans pour envoyer et récupérer une mission vers Mars, nous avons plusieurs événements qui vont se produire dans les semaines qui viennent, puisque comme il était indiqué dans le chat, on commence par les Émirats qui sont rentrés dans l'orbite martienne avec leur sonde Hope. Il y a Perseverance qui était envoyé par la NASA avec quelques charges utiles importantes, et notamment de la France avec InSight. Ce sont donc des missions qui vont arriver, sachant que Perseverance est le premier pilier d'une série de missions composées de 3 étapes qui vont nous permettre de récupérer des échantillons de la planète Mars d'ici les années 2030-2035. Donc c'est une étape indispensable dans la récupération des échantillons, est évidemment non seulement riche pour nous de connaissances scientifiques, puisqu'elle permet de vérifier les compositions de sol à une profondeur dans le sol martien, mais également de vérifier toute la robotique nécessaire de mettre en place et qui pourrait être le prélude évident d'acheminement d'humains vers l'espace. Slide suivante. Et voilà donc en termes de transport spatial, ce qui pourrait guider en fait le besoin et donc calibrer le profil de ce que pourrait être le transport spatial du futur. Slide suivant, je vais un petit peu accélérer pour donner plus de place aux questions. Donc l'Europe évidemment ne s'est pas arrêtée à Hermès en termes de conception. Hermès était un avion spatial avec retour plané, et cette technologie, cette idée, bien sûr, a continué à cheminer. Évidemment, même s'il y a une rupture technologique par rapport aux matériaux, par rapport au concept de l'avion lui-même, on est sur un programme qui s'appelle Space Rider, qui nous donnera un nouvel élément dans cette géographie ou dans cette panoplie, je dirais, d'éléments qui seront à développer pour remonter cette ambition du futur de l'Europe. Je vous présente Space Rider un petit peu plus rapidement. Allons-y. Slide suivant. Donc, il s'agit d'une micro-navette qui sera donc une charge utile du lanceur Vega C,
Vous voyez que le lanceur Vega C est un des moyens de propulsion aujourd'hui, un des moyens de lanceurs qui composent la flotte des lanceurs européens, qui nous permet justement, avec la versatilité de son étage supérieur, d'envoyer plusieurs missions. Je ne passerai pas ça en revue, mais je vous montrerai simplement la dernière. Le Space Rider est donc sur l'étage supérieur Avoum, propulsé par ce moteur Avoum qui permettra d'effectuer donc une mise en orbite et de récupérer par un vol plané et un parachute dans la région de soit sur Kourou, sur les Açores, ce véhicule qui donc préfigure une des capacités de l'Europe à faire des allers-retours avec l'orbite. Slide suivante. Allons-y. Donc voilà. Alors je vais pas vous montrer le petit vidéo, tous ces vidéos sont disponibles sur notre site de l'Agence spatiale européenne, mais vous constaterez que l'idée, c'est encore une fois, à la fois essayer de répondre à un besoin lié à l'expérience en microgravité. Rappelez-vous cette ambition initiale de vouloir avoir cette indépendance, mais aussi cette qualité de microgravité par un véhicule qui n'est pas nécessairement perturbé par des présences humaines. Donc c'est très important aussi d'avoir cette qualité de microgravité, mais aussi d'avoir une capacité de démonstration en orbite, de mission robotique, de récupération, d'observation de la Terre, de sciences et de télécommunications, mais également peut-être un outil pour le in-orbit servicing, ce qu'on appelle le service en orbite, qui évidemment est un marché en pleine effervescence avec l'ensemble des débris potentiels que nous avons en orbite, que ce soit l'orbite basse ou les orbites polaires. Slide suivant. Donc on va passer le vidéo pour aller un petit peu plus vite. Allons-y, passons le vidéo. Non, allons-y. Voilà. Et bien sûr, le complément évident de Vega, avec son transport et sa versatilité, c'est également la versatilité au niveau d'Ariane 6. Là également, c'est un capital que nous avons aujourd'hui. Alors bien sûr, Ariane 6 n'est pas encore en service, elle le sera, je l'espère, dès l'année prochaine, mais vous voyez par les deux images quand même deux éléments extrêmement importants dans la validation des tests. Le moteur Vulcain 2.1, qui est le moteur principal du lanceur, et puis ces fameux boosters, le P120C, qui est celui qui sera la base même du lanceur Vega, mais qui sera aussi totalement compatible avec les éléments du lanceur Ariane 6. Donc il y a une forme de recherche, et cette planche, non, allez-y, on peut la montrer, cette planche-là est un petit peu technique, mais elle est très importante pour des étudiants si vous souhaitez vous positionner plutôt vers la propulsion ou vers le développement des moyens de transport. Vous voyez ici sur l'échelle l'échelle de développement d'un lanceur, de sa partie de recherche de base vers les développements, c'est-à-dire les tests en orbite, mais aussi jusqu'au premier vol. Ce qui est intéressant, c'est la partie centrale sur laquelle nous sommes en train de construire pour les lanceurs du futur, avec à la fois les étages récupérables, donc la possibilité de récupérer l'étage, et cela évidemment dans une perspective de série de récurrence plus importante, puisque je vous rappelle que si l'Europe a choisi de ne pas faire de récupérable ou d'étage récupérable, c'est parce qu'il n'y avait pas la demande pour le faire, ni la récurrence. La simplification des moteurs en fiabilité, mais aussi en nombre de composants par les deux images centrales de Prometheus et de ATED, qui sont des programmes de recherche aujourd'hui qui permettent de faire évoluer ce qu'on appelle la Technology Readiness Level, le nombre de TRL, la maturité de la technologie pour arriver au développement. Donc c'est là qu'il faut vous positionner pour vous intéresser à l'une ou l'autre de ces technologies qui sera la brique technologique essentielle du véhicule du futur. Pour finir, la dernière slide, je dirais,
avec un petit clin d'œil à Francis Paulet, le véhicule du futur, c'est comme l'avion du futur. C'est pas nécessairement quelque chose qu'on a anticipé aujourd'hui, qu'on peut visualiser de manière très claire aujourd'hui, mais nous avons les briques essentielles et la résilience pour arriver à développer par rapport aux besoins long terme de la conquête spatiale et de l'ambition spatiale. Il est évident qu'on passera, comme nous sommes en train de le passer dans l'aviation, par des hauts et des bas. Hermès et tout le package que nous avions en tête dans les années 80 est passé par des aléas, des catastrophes aussi au niveau de Challenger. Mais voilà, cette ambition, elle est là, elle sera faite avec vous, puisque vous êtes la génération qui est tout à fait prête pour nous accompagner. On parlera peut-être, si vous avez des questions, de recrutement, et notamment de recrutement dans les 10 années qui viennent. Merci beaucoup. Je repasse la parole à Cécile pour le Q&A. Merci beaucoup Philippe pour cette présentation complète. Alors on a beaucoup de questions et beaucoup de gens connectés pour vous écouter. Alors il y a beaucoup de questions autour d'un futur ou potentiel voyage vers Mars. Alors il y a une question à la fois un peu philosophique qui est: est-ce que c'est quelque chose d'obligatoire pour l'humanité ou est-ce que ça serait purement par curiosité qu'on irait sur Mars? Je reposerai la question dans l'autre sens. Est-ce qu'il était obligatoire pour l'humanité d'avoir des humains qui gravissent le mont Everest? Non, c'est pas obligatoire. On peut très bien contempler la montagne, mais je pense que c'est une impulsion, puisqu'on parle de psychologie et de philosophie. C'est une impulsion humaine qui désire toujours savoir plus, et donc on ira toujours de plus en plus loin pour essayer de développer notre connaissance. D'ailleurs, on ne va pas s'arrêter à Mars. Vous avez vu la curiosité suscitée par l'expérience de la petite sonde Rosetta quand on a atterri sur une comète. Vous vivrez certainement, grâce à James Webb et Khéops et plein d'autres satellites, la découverte de Terre ou d'analogues de la Terre, c'était les exoplanètes. On n'arrêtera pas notre curiosité. Et donc, ce n'est pas une obligation, c'est notre ADN, l'ADN de l'humain. Alors j'ai une autre question qui est du coup plus, on va dire, plus concrète. Pour le voyage vers Mars, la question du carburant est évidente. Comment pourrait-on procéder pour qu'un aller-retour puisse être possible, sachant que la masse de carburant nécessaire est déjà compliquée à trouver, ne serait-ce que pour sortir de notre atmosphère? La réponse est simple à formuler, elle n'est pas simple à réaliser. La seule solution est effectivement de produire le carburant sur place. Et donc, si nous sommes tellement intéressés à exploiter les ressources minières, mais aussi les ressources chimiques et en eau de Mars, c'est pour la vie, bien sûr, mais c'est aussi pour l'énergie. Et une grosse partie de cette énergie dont on a besoin, il est essentiel de la capitaliser, de la mobiliser, de la maîtriser sur la surface de la Lune, d'une part déjà, et de tenter par cette étape de comprendre comment nous pourrions créer à nouveau une forme de carburant à partir de là, ou d'ergol. Et pareil pour Mars. Donc ma réponse, elle est simple. Effectivement, si on veut propulser les engins pour faire des allers-retours entre Mars et la Terre, il faut trouver une rupture. Et cette rupture, elle passe par la création de l'énergie ou l'exploitation de l'énergie localement. Peut-être aussi à proximité sur des astéroïdes, mais le voyage spatial, voire même interplanétaire, il se produira en grande partie grâce à cette rupture technologique. D'accord. Alors j'ai une autre question qui concerne également le voyage sur Mars. L'envoi d'humains sur Mars ne serait-il pas conditionné avec la réussite d'envoi de rovers sur Mars? Bien sûr. Bien sûr, c'est ce que je disais. C'est une condition absolument sine qua non. On ne va pas envoyer un humain sans avoir envoyé un robot. On l'a fait
on l'a fait sur la Lune avant les missions Apollo. Donc on n'est pas parti, on n'a pas fait le saut dans le vide. Et ce qui est intéressant, je le souligne encore une fois, c'est le parallélisme entre les deux destinations. C'est que à la fois la robotique développée pour amener la vie sur la Lune, elle est totalement au service et interdépendante de la technologie que nous développons en matière robotique pour acheminer les expériences, les modules, et éventuellement récupérer les échantillons de Mars. Ces deux parallèles sont des conditions essentielles avant de mettre ce qu'on appelle la botte sur la Lune, mais aussi avant de mettre la botte sur Mars. Pour reprendre l'expression de boot on Mars and the boot on Moon. Et du coup, j'ai une autre question que vous avez évoquée, Philippe, un petit peu tout à l'heure. C'est par rapport à ce qui s'est passé cette semaine, les Émirats arabes unis qui ont mis en orbite de Mars la sonde Hope. Donc la question, c'est vont-ils rejoindre le programme spatial international? Est-ce qu'il faut désormais compter avec eux pour l'avenir? Bon, il ne faut pas se leurrer. Pour participer à un programme spatial de l'envergure de Mars Sample Return, par exemple, ou de Lunar Gateway, il faut non seulement avoir la capacité financière, mais il faut aussi avoir la capacité technologique. Il faut l'avoir démontré, et on ne devient pas partenaire du jour au lendemain. Donc, ce que représente Hope, et ça c'est mon opinion personnelle, ce que représente Hope, c'est vraiment l'espoir d'une mobilisation générale de l'ensemble des agences spatiales dans le monde pour œuvrer dans une direction, c'est-à-dire la direction de Mars, voire d'autres planètes, et donc l'exploration en général. C'est très symbolique pour moi, même si on peut dire que d'un point de vue technique, on pourrait comparer la mission Hope avec d'autres missions qui ont déjà été réalisées dans le passé par des partenaires, que ce soit depuis Mars Express ou les Indiens, enfin peut-être pas les Indiens, mais certainement les Américains et les Russes. Donc on peut aussi faire le parallèle avec les Chinois qui ont développé moyennant port d'expérience sur la Lune et sur Mars. Tout ça, chacun à son rythme, qui semble s'accélérer, mais plus dans la symbolique de cet atterrissage, il va se produire dans quelques jours. On est là dans une forme de globalisation de la conquête de l'espace et de l'exploration. C'est ça qui est important. Alors, et c'est comme ça qu'on va arriver à des grands programmes, c'est en mutualisant l'ensemble des ressources et des volontés. Et du coup, j'ai une autre question là qui, pour le coup, est qui est moins politique, mais plus concrète, c'est le timing. Quand est-ce que l'humain mettra le pied sur Mars? Si vous deviez lire dans l'avenir. Mon directeur général a tendance à répondre à cette question en disant que c'est un lundi. C'est évident que la réponse elle est compliquée. Quand le président Trump a annoncé qu'il voulait mettre un humain, une femme et un homme sur la surface de la Lune, il a parlé de 2024. On sent bien que la date de 2024 est déjà en train de glisser. Bon, mais on est capable de dire, voilà, et on était déjà capable de dire dans les années 2015-2016, est-ce qu'il est possible de reprendre et de refouler la surface de la Lune dans les 10 ans qui viennent? Oui, on était capable de le dire. Donc, on n'est pas trop mauvais pour estimer globalement la période à laquelle ce genre de choses est faisable. Donc, oui, on aura donc, on refoulera la surface de la Lune dans la dernière partie de cette décennie avec des missions régulières et justement pour y rester avec Gateway. Si on devait faire cette projection pour Mars, on peut dire que raisonnablement, les premiers humains pourront peut-être faire des voyages autour de la dernière partie de la décennie prochaine, c'est-à-dire vers la fin des années entre 35 et 40. Ce qui est très difficile à estimer, c'est l'accélération due à l'avantage technologique qu'on a comparé à ce qu'on a vécu dans le passé. Les choses vont beaucoup plus vite, s'accélèrent et surtout on capitalise beaucoup mieux sur les acquis. Il y a aussi une force d'innovation qui est extrêmement rapide, peut-être grâce à l'impulsion Internet qui nous a
permis de faire des transformations profondes et assez rapides. Là, on veut vraiment les choses vite, tout de suite, et donc on retrouve ça dans l'esprit des entrepreneurs d'aujourd'hui, la fameuse New Space, sous l'impulsion de personnages comme Jeff Bezos ou Elon Musk, qui ont, eux, vraiment donné cette notion du possible, que le rêve est quelque chose de possible et tout de suite. Donc voilà, pour répondre sans regarder dans ma boule de cristal, je pense que d'ici 35-40, on aura des ouvertures vers les voyages humains sur Mars. Et alors du coup, si on sort du cas de Mars, j'ai une question de Fabien qui dit en gros, d'après vous Philippe, quelle sera la prochaine grande étape de l'homme dans la conquête de l'espace en fait? Allons déjà sur Mars, et ce sera une étape fondamentale, puisqu'il s'agira là peut-être d'aller vers une des planètes qui ressemble ou qui semble avoir les conditions nécessaires pour une vie plus durable. Je pense que l'ensemble des moyens que je vous ai décrits aujourd'hui sont tous dans le domaine du défini, du possible, même ce qui est encore dans je vous rappelle, TRL 4, 5, 6, c'est-à-dire vraiment dans la R&D encore en termes de test ou de vision, mais on est dans l'accessible. Pour aller au-delà du système solaire, pour aller bien au-delà, conquérir les géantes avec des moyens robotiques, ça c'est déjà fait. On a déjà exploré le système solaire et on ira et on continuera, mais avec des sondes. Pour ce qui est des vols habités, je pense qu'il faudra une rupture encore supplémentaire en termes de propulsion pour accélérer, bien sûr. Le voyage vers Mars est déjà un voyage très très long. Et il va falloir passer par cette expérience pour comprendre, réaliser que l'être humain, quand il va vivre d'une manière isolée sur cette période aussi prolongée, ce sera déjà répondre à un défi extrêmement puissant. Donc, je vous laisse à tous les étudiants le soin de rêver, d'apporter une réponse à cette question et peut-être d'ici 15 ans, amener sur la table des ministres une proposition de programme qui pourrait aller au-delà de la destination Mars. Et du coup, vous avez parlé des objectifs là on est passé donc des années 2000 à 2035. J'ai une question anonyme d'un étudiant qui dit: est-ce qu'il y a déjà des objectifs pour 2100 par exemple? Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez déjà aujourd'hui imaginer? Les dates qui sont, mis à part les Émirats qui parlaient de colonies sur Mars de manière très concrète pour 2100, et Elon Musk aussi qui donne ce type de projection en termes de colonies et de véritables villes d'habitation, etc. Peut-être pour Elon Musk bien plus tôt que 2100, d'après ses ambitions. Et je ne suis pas certain aujourd'hui qu'on ait, en tout cas du côté de l'Agence spatiale européenne, des idées pour essayer de se projeter sur 2100. Ce qui est très important, c'est déjà, bon, peut-être l'esprit un peu européen qui est plus pragmatique, c'est de se dire les données qu'on a actuellement, et essentiellement les données liées au changement climatique, par exemple, nous permettent de mesurer l'impact et les conséquences de ce qu'on fait aujourd'hui sur la planète Terre d'ici 2050. Et là, les choses sont assez claires et éloquentes. Et déjà, prendre ce défi-là pour 2050, arriver à des neutralités de carbone, arriver à limiter les dégâts sur l'ensemble d'énergie ou trouver des nouvelles sources d'énergie pour essayer de limiter l'impact sur ce changement climatique à l'échéance de 2050, c'est de la réalité aujourd'hui, c'est pas du rêve. Mais c'est de la réalité et c'est ce qui nous mobilise, nous, en termes, je dirais, de prospective. Après, le rêve au-delà de 2050, il reste dans la science-fiction. Alors du coup, pour continuer dans le rêve, il y a une question anonyme, je ne sais pas qui la pose. Imaginez-vous déjà un univers avec des multiples colonies terriennes sur plusieurs planètes d'ici 150 ou 200 ans?
J'ai tendance à y croire, bien sûr. J'ai tendance à y croire parce que la force humaine est telle qu'elle va toujours aller de l'avant. Et si nous arrivons dans les années 40, 50 à créer, on va dire, une micro-station spatiale autour de Mars avec une vie quasi permanente autour de Mars, voire même des allers-retours et des habitats sur la surface de Mars, si nous arrivons à cette échéance, et c'est à mon sens inéluctable, c'est juste la date qui est compliquée, à part le fait que ce soit un lundi. Je suis persuadé qu'on ira plus loin, qu'on ira chercher encore plus loin. On trouvera des satellites d'autres planètes qui pourraient être viables. Rappelez-vous, Cassini-Huygens, en 2007 ou 2008, je me souviens, si ma mémoire est bonne, on a posé un objet sur Titan, qui est un des satellites de Saturne. Donc on a des pistes pour aller plus loin, on a des pistes pour essayer de conquérir d'autres choses, en tout cas de les comprendre. Maintenant, si on prend l'exemple de Titan, vivre dans un village au milieu de gaz de méthane, CH4, ça risque d'être quand même très compliqué. En tout cas, si c'est pour l'exploration, certainement, j'en suis convaincu. Si c'est pour y vivre, je pense qu'il va y avoir un retour d'intérêt de plus en plus marqué sur la Terre, et là, on a du boulot encore. Et alors, du coup, j'ai des questions là qui sont plus, on va dire, plus techniques. Je vais peut-être en grouper deux parce que le temps passe un petit peu. Quels sont les moyens actuels pour la protection des véhicules spatiaux, radiation, impact, une question de Rian. Et j'ai une autre question de Thomas. Est-ce que Space Rider ne s'inscrit pas dans une démarche semblable à celle envisagée par SpaceX ? Bon, pour la deuxième question, Space Rider est un véhicule très différent de ce que propose SpaceX, dans la mesure où Space Rider est un élément expérimental qui permet de façon autonome et non habitée d'avoir la possibilité de faire de l'observation, la possibilité je dirais, de bénéficier de la micro-pesanteur pendant plusieurs semaines, voire jusque 2 mois, et puis de ramener ces expériences pour les changer. Donc, il s'agit peut-être d'un autre angle que celui de SpaceX, qui lui vise soit à délivrer des cargos vers la station spatiale et plus tard vers la station Gateway, des humains également pour acheminer des humains, voire même des transports en grande quantité de personnes, voire de touristes, vers des colonies lunaires et martiennes. Donc on peut pas mettre les deux, je dirais, en relation directe. Pour ce qui est de la protection contre la radiation, première question, oui. La première question, il y a deux choses qui sont peut-être intéressantes à regarder. Je ne peux peut-être pas trop me pencher là-dessus aujourd'hui. C'est la protection, on va dire, par rapport aux matériaux choisis. Et là, il y a énormément de progrès qui sont envisagés sur le Advanced Manufacturing Materials, donc tout ce qui est matériaux spécifiques qu'on peut utiliser, imprimer. Je pense en particulier à l'utilisation des matériaux lunaires comme le régolithe, par l'imprimante 3D, de construire des habitats qui, eux, sont protégés des radiations par le matériau lui-même, et puis par les nouveaux matériaux de protection sur les satellites, qui sont les matériaux de multilayer insulation, donc les MLI de nouvelle génération, qui sont la continuité, je dirais, de la protection actuelle. Mais donc il y a à la fois une évolution du matériau lui-même et puis l'évolution de la protection. Je pense que la personne qui a posé la question, je l'invite à regarder ce que nous avons fait en termes de protection thermique du satellite Bepi Colombo, qui est de Solar Orbiter, qui sont deux exemples, surtout Solar Orbiter, puisqu'il s'agit d'un satellite qui se rapproche de manière extrêmement dangereuse, on va dire, en termes de radiation
du Soleil et donc les avancées technologiques par rapport à Solar Orbiter sur la protection contre les radiations et la chaleur sont assez importantes. Donc, je vous réfère plutôt à cette mission-là comme exemple de déploiement technologique. D'accord, merci beaucoup. Alors Philippe, j'ai l'impression que vous avez un fan club parce que vous étiez déjà venu l'année dernière faire une conférence à l'IPSA et il y a quelqu'un qui visiblement l'avait déjà suivi, qui nous dit en fait à la même période, l'année dernière, vous nous parliez de votre vision et de l'avenir et en fait depuis il y a eu la crise du Covid. Quel recul prenez-vous? Qu'est-ce qui a changé depuis l'an dernier d'après vous et en quoi cela peut impacter l'ESA et plus globalement le monde du spatial? C'est une très belle question. Ma réponse immédiate, évidemment, c'est ma frustration de ne pas vous voir en chair et en os. Ça, c'est déjà la première chose. Hein. Je suis un homme de communication et de relations, donc parler à mon écran, ça paraît quand même assez compliqué, comme vous tous. Donc, vous avez souffert comme moi et parfois peut-être plus de l'isolement. Ceci dit, je peux vous garantir que ma passion pour l'espace ne s'est pas dégradée d'un centime ou d'un degré ou d'un demi-degré au travers de cette épreuve, je dirais, un petit peu de confinement. Au contraire, elle permet la réflexion, elle permet le recul, elle connecte les gens de manière différente. Donc, je suis quand même assez impressionné de voir que pas seulement l'Agence spatiale européenne, mais l'ensemble de notre secteur a continué à foisonner de projets. On a continué à lancer des satellites importants. On maintient le cap sur nos programmes. Donc, et ça, indépendamment, je dirais, de cette pandémie et des conséquences qu'on a dans notre façon de travailler de tous les jours. J'ai presque envie de vous dire que nous sommes peut-être les plus habitués à travailler avec ces moyens de télécommunication. Et si un jour on a l'idée de vouloir coloniser la surface de la Lune ou la surface de Mars, ce qui n'est même plus une hypothèse, peut-être que ces années de confinement auront appris quelque chose, nous ont enseigné une expérience et nous ont renforcé, pour encore une fois rappeler les termes de conclusion de Francis Paulet dans son livre, la résilience contre ces aléas. Et donc, je m'inscris pleinement dans cette résilience. Elle a été mise à dure épreuve, mais c'est pas ça qui va arrêter nos véhicules à arriver à leur destination. Merci pour cette réponse optimiste. Et du coup, alors, il y a une question là aussi qui est assez concrète, c'est quels vont être les métiers les plus demandés dans le domaine du spatial selon vous dans les prochaines années? Bon, alors le premier métier, c'est bien sûr celui qui fait l'actualité hein, dans les semaines qui vont venir. Le 16 février, on l'a déjà annoncé à la presse, mais le 16 février, on va lancer notre campagne de recrutement des nouveaux astronautes, hein, de cette nouvelle classe d'astronautes. Alors, c'est pas eux qui vont immédiatement voler sur les missions Artemis, puisqu'on va faire appel à notre corps d'astronautes composé de 7 astronautes actifs, dont Thomas Pesquet pour la France. Mais ce sont des nouveaux astronautes qu'on va recruter pour ces fameuses missions que j'ai évoquées le long de cet entretien avec vous. Donc ça, c'est pour la partie, évidemment, le top du top, hein, les Top Guns, hommes et femmes, qu'on espère recruter de tous les pays. On recrute aussi des personnes avec des difficultés physiques, ce qui est une première. Donc on essaie d'être très ouvert, un peu un ensemble de compétences, mais aussi de diversité. Et c'est pas pour rien que nous faisons une campagne de recrutement pour l'Agence spatiale européenne aussi. Donc, dans les 12 ans qui viennent, nous allons recruter énormément. Énormément, on a pratiquement une centaine de personnes qui vont partir dans les 7 ans qui viennent. Je suis rentré, j'avais 25 ans en 1985, je pars à la retraite maintenant. On a eu cette vague de recrutement dans les années 85, 86. Eh bien, cette vague de recrutement, elle est en train d'apparaître maintenant et nous allons justement recruter dans tous les domaines. Les domaines de compétences technologiques, techniques, mais aussi dans les sciences sociales, dans le business, puisque nous allons accorder beaucoup plus d'importance au partenariat avec le monde privé, le monde du capital, le venture capital par exemple, pour complémenter nos financements et surtout trouver une source parallèle pour augmenter l'ambition européenne
de cette capacité de financement privé. Donc il y a toute une nouvelle génération qu'on attend, évidemment cette génération digitale, donc avec une compétence informatique, avec une compétence du monde numérique, et puis aussi toute cette capacité dans le monde de la biologie, de l'environnement, de la sécurité, qui peut donner des métiers extraordinaires, non seulement pour la sécurité dans l'espace, sur le trafic et la gestion des trafics et des débris, mais aussi des satellites, mais aussi les impacts que nous pourrions avoir sur Terre dans le domaine de la protection civile, dans le domaine des catastrophes naturelles et l'utilisation des données et des services attachés à ces données. Donc, des métiers extrêmement variés. Ce qu'il faut, c'est surtout de la passion, de l'ouverture d'esprit, de la créativité, de l'esprit d'équipe et surtout de la passion. Voilà, c'est un petit peu tout ce que je voulais dire sur cette campagne de recrutement. Soyez prêts parce qu'on aura besoin de vous. Bon, ben c'est bien parce qu'on dit toujours que l'IPSA, c'est l'école des passionnés, donc ça va pleinement dans l'ADN de notre marque. Et du coup, j'ai une question très pratico-pratique. Y a-t-il une possibilité de stage en tant qu'étudiant au sein de l'ESA? Et si oui, comment? Est-ce que du coup, on peut se dire que dans le fil de la discussion, tout à l'heure, vous mettrez peut-être des coordonnées ou qu'on peut envoyer aux étudiants des contacts? Alors, allez sur notre site, tapez le mot carrière et ESA et vous allez tomber sur nos programmes de ce qu'on appelle le programme de Young Graduate Training. Alors, c'est peut-être un peu tôt pour la plupart d'entre vous, puisqu'on attend des étudiants qui ont terminé, qui sont en dernière, qui ont eu leur diplôme. Donc ça, c'est affiché aujourd'hui. On a aussi un certain nombre de stages qui sont affichés sur notre site, des internships, à la différence de YGT. Ce qui est important, c'est quand vous regardez les offres d'emploi pour les YGT, donc les Young Graduate Training, vous pouvez vous projeter sur l'avenir et vous dire, voilà, ces demandes vont continuer à être publiées chaque année. Nous avons eu pratiquement 7000 demandes l'année dernière pour ces postes-là, à peu près 70-80 postes de ce genre. Ce sont des contrats d'1 an renouvelables. Donc, regardez ces postes-là et projetez-vous sur ces postes-là. Préparez-vous et voyez un petit peu comment vous pourriez arriver à avoir un profil qui sera compatible avec ces demandes. Donc, comment se préparer? Oui, effectivement, il y a les stages. Je ne ferai peut-être pas la même ouverture que celle que j'avais faite l'année dernière en disant venez faire des stages à l'ESA, on vous prend parce que malheureusement, je suis obligé de faire des interventions par Teams avec certains d'entre eux dans la mesure où ils sont bloqués chez eux. Nous ne pouvons pas aujourd'hui accueillir des étudiants sur place, mais dans certains cadres opérationnels, il y a des possibilités. Donc jamais ne lâchez pas les bras, cherchez, continuez et je pense que le ciel va peut-être s'éclaircir dans les semaines, voire les mois qui viennent pour offrir plus de possibilités aux jeunes stagiaires. Pour l'instant, malheureusement, et l'année dernière, c'était compliqué, mais j'ai quand même malgré tout pris certains stagiaires qui ont eu une belle expérience dans la mesure où ils peuvent passer dans l'entreprise, dans l'organisation, connecter avec l'ensemble de nos collaborateurs de manière beaucoup plus simple que ce qu'il était à l'époque. Et il faut tourner un petit peu ces difficultés en opportunités. Ça, c'est mon message. Bon, ben merci pour ce message positif et puis pour toutes ces explications. On arrive un peu au bout de notre échange, on a même dépassé l'heure. Alors, il y a beaucoup d'autres questions auxquelles on a malheureusement pas pu répondre. Ce que je vous propose, c'est peut-être on pourra le faire par écrit et pour les étudiants qui n'ont pas eu de réponse, ben, qu'ils aillent se reconnecter sur le site et qu'ils regardent le fil de questions-réponses et ils trouveront la réponse écrite que va faire Philippe une fois qu'on aura fini cette conférence. J'ai une dernière question qui touche aux débris spatiaux. J'aimerais vous entendre là-dessus, mais ce que je voudrais que les étudiants sachent, c'est que en fait, la question des débris spatiaux va être abordée dans la prochaine conférence IPSA demain, le 4 mars,
par Christophe Bonal du CNES, qui viendra justement nous parler de ça. Parce que là, j'ai une question de Fabien qui dit « La question des débris spatiaux peut-elle ralentir l'exploration spatiale et notamment les voyages interplanétaires? Quelles sont les solutions aujourd'hui développées ?» Donc, je vous laisse peut-être finir sur cette question-là, Philippe, mais sachez que du coup, on y reviendra le 4 mars à l'IPSA avec également un autre intervenant qui sera Christophe Bonal du CNES. Bon, mais évidemment, par amitié pour Christophe, je vais lui laisser la parole là-dessus, puisqu'il vient, il est extrêmement passionnant, il connaît énormément de choses et il va vous décrire exactement le cadre actuel technologique, mais aussi le cadre, les défis commerciaux associés aux débris spatiaux. Tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est que non, je ne pense pas que les débris vont être une entrave, dans la mesure où on va chercher à les maîtriser par des outils de surveillance, mais aussi des outils réglementaires. Et tout à l'heure, on me posait des questions sur la diversité des fonctions. J'étais la semaine dernière avec des étudiants en droit qui ont forcément un boulevard devant eux pour essayer de trouver des solutions, et pas seulement aux colonisations et exploitations minières de Mars et de la Lune, mais aussi à l'organisation, l'orchestration de tous ces véhicules qui seront et qui iront au travers des dangers éventuels liés aux débris que nous rencontrerons en orbite et dans toutes les orbites. Donc le problème, il est réel, il est mesurable. Il faut mettre les outils en place. J'ai presque envie de vous tracer le parallèle avec la planète Terre en vous disant le changement climatique, c'est quelque chose qu'on a vu venir, qu'on mesure, mais il ne reste plus qu'à agir. Et c'est là le véritable défi. C'est une fois qu'on a les données dans les mains, il ne faut pas tergiverser, il faut faire quelque chose. C'est pareil pour les débris, mais je laisse Christophe le soin de vous naviguer sur ce sujet qui est passionnant. Un marché commercial d'ailleurs absolument phénoménal, surtout pour des ingénieurs aussi, pour concevoir des missions de desserte, de récupération, de nettoyage, d'aspirateurs, de missions kamikazes. Donc là, il y a vraiment de quoi faire. Bon, bah, écoutez, un grand merci Philippe pour tout votre temps, pour votre témoignage et pour tout votre optimisme également, parce que j'ai trouvé qu'il y avait plein de messages très positifs qu'on a pu entendre au cours de cette conférence. Merci beaucoup. Et puis donc cette conférence sera disponible sur ce lien Teams encore pendant environ 48 heures et sinon vous le retrouverez sur YouTube. Merci à vous d'avoir été présent et encore merci à vous Philippe du temps que vous avez consacré à l'IPSA. C'est un plaisir, c'est un vrai plaisir. Merci, au revoir. Au revoir.